Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. 0826 300 300 sur Sud Radio, la vérité en face. Faut-il faire payer les riches? Sébastien Lecornu ira-t-il vers une sorte de taxe Zuckman ou du moins un impôt sur les ultra-riches? Bonjour à vous Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Blagnac, Frédéric. Absolument. Quel est votre regard sur ce débat ce matin ? Le regard, il est très simple, c'est-à-dire que nous avons déjà, un système d'imposition en France qui est largement, important, puisque il faut quand même rappeler que la plus haute tranche est à 45%. Donc si on est les plus riches, si on a les plus hauts revenus, on est déjà taxé au moins à 45% dessus. Plus la taxation sur les hauts revenus qui va de 3 à 4%. Bon, donc c'est déjà pas mal. Après, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier les revenus du patrimoine, d'accord ? Il y a parfois des personnes les plus aisées qui ont effectivement du patrimoine, mais qui n'est pas liquide, qui est investi et qui représente, éventuellement du patrimoine d'entreprise. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on a quand même une taxation qui est énorme. Aujourd'hui, on a aussi bien taxation sur les revenus. Si vous faites de l'immobilier, vous avez une taxation et les prélèvements sociaux à 17,20. Vous avez également l'ISF qui n'est exclusivement, conduit que sur l'immobilier et non pas sur les valeurs mobilières. Donc on a déjà une taxation qui est assez énorme en France. Libérons plutôt la productivité, libérons la possibilité de pouvoir libérer, le pouvoir d'achat, plutôt que de vouloir à chaque fois concentrer sur de l'imposition. L'imposition est très restrictive. L'imposition sur le revenu aujourd'hui, c'est la troisième source de revenus de l'État. Première, c'est le TVA, deuxième, prélèvements sociaux, troisième, l'impôt sur le revenu. Donc libérons la productivité, libérons également, les réductions de dépenses, et ça ira peut-être un petit peu mieux. Quelle est votre activité, Frédéric ? Vous avez une connaissance très précise sur la question. Dans le droit fiscal, gestion de patrimoine. Ah ben voilà, je comprends mieux, mais Frédéric, pour votre regard extrêmement documenté, est-ce que, dernière question avec vous Frédéric, et je vous remercie pour cet éclairage ce matin, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de facilité aujourd'hui à vouloir empiler la fiscalité, les taxes, les impôts ? Ou bien est-ce nécessaire ? Alors, nécessaire. Regardez, ne serait-ce qu'au niveau de l'immobilier. L'immobilier, on a voulu supprimer quasiment l'intégralité des possibilités fiscales pour les investisseurs. Le bilan, c'est que nous sommes aujourd'hui sur un immobilier en stock qui est de l'ordre de 1954. C'est-à-dire qu'on a fait un bond en 70 ans en arrière. On a un immobilier qui s'effondre, on a des tas de dépôts de bilan et il y a un manque de logement abyssime au niveau français. Oui. Donc, alors effectivement, on dit attention, oui, vous investissez, vous avez une réduction fiscale, mais par contre, on ne regarde pas ce que ça peut procurer en termes de TVA, ce que ça peut procurer, en matières premières, etc., etc. Donc, effectivement, il faut libérer, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir utiliser, leur argent, d'investir, de pouvoir libérer l'économie plutôt que la concentrer sur une imposition qui, à un moment donné, donne un frein aux gens, les fait fuir et autres dessus. Et on a besoin des gros investisseurs, on a besoin des personnes qui ont aujourd'hui la possibilité de créer de l'emploi. Merci Frédéric pour ce regard et ce point d'équilibre, une fois de plus, que vous cherchez. Vous nous appelez de Blagnac, Frédéric, merci à vous. Alexandre Ouizy, très raisonnable ce qu'on entend à l'instant, ce que nous dit Frédéric. Au fond, ce sont des points d'équilibre qu'il faudrait trouver plutôt que de systématiquement jeter des anathèmes et taxer. Parce que c'est un mot d'ordre très politique, au fond, les ultra-riches. Non, mais je crois qu'en fait, on ne prend pas tout à fait la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que notre système fiscal ne fait plus son travail. Aujourd'hui, vous avez une classe moyenne patrimoniale qui est en train de s'évaporer, et elle ne s'évapore pas vers le bas, vers ce que certains appellent l'assistanat comme on l'entend parfois, elle s'évapore vers le haut, c'est-à-dire que vous avez des inégalités, je pense que vous le confirmerez avec moi, qui sont en train d'un point de vue patrimonial, qui sont en train de remonter. Cette grande classe moyenne patrimoniale qui était née dans les années, disons, de l'après-guerre, est en train de s'effilocher. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système fiscal, que vous le vouliez ou non, peut-être ça ne vous fait pas plaisir, mais ne fait pas son travail. Et j'aimerais continuer, parce qu'il y a quelque chose qui est, à mon avis, très important de noter. Nous sommes face à un problème budgétaire. Nous avons plusieurs choix face à cela. Soit nous engageons les plus hauts revenus dans la bataille pour le redressement des comptes publics, soit c'est
la classe moyenne, dont il a été dit un instant qu'en effet elle était en très grande difficulté, soit c'est les services publics qu'on rabote à nouveau, dont on sait que pour les principaux, on a besoin d'investissements structurants. Vous trouvez qu'ils sont bien gérés, les services publics en question ? En tout cas, je crois qu'ils ont, si vous voulez, quand je vais à l'hôpital, je vois que c'est pas de l'or plaqué partout et que on dépense à la va-vite à l'hôpital public, si vous voulez. J'ai pas l'impression que ce soit la gabegie à l'hôpital public. J'ai l'impression, à l'inverse, plutôt qu'on manque de tout. En tout cas, c'est la vision que nous portons. Donc nous, ce que nous disons, c'est ça, c'est de dire aujourd'hui, il y a un effort à faire. Est-ce que c'est les classes populaires et moyennes qui le font ? Et par ailleurs, pour la question de l'économie et de la relance de l'activité économique, dans le plan des socialistes, monsieur, il y a aussi des choses sur la question du logement, des choses qui vont porter l'investissement. Lorsque vous dites ça va retirer, vous faites comme si l'investissement public était par nature improductif, sauf que l'éducation, les chemins de fer, etc., le logement, c'est productif. Jean-Baptiste Michaud, répondez. Absolument, donc il y a à peu près 10% des dépenses publiques qui sont des dépenses d'investissement public. Il y a en plus des transferts qui sont faits aux retraités qui eux-mêmes épargnent le fruit d'une partie de ce revenu. On peut aussi considérer que certaines dépenses publiques sont des investissements intangibles dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, la recherche, mais ça c'est 10, 15, 20% de dépenses de l'État. Le gros des dépenses de l'État, c'est les salaires des fonctionnaires, c'est les pensions de retraite qui vont être dépensées par les retraités, ce sont des allocations multiples, et donc cette taxe Zuckman réduirait immanquablement l'investissement en France. Et j'aimerais justement venir sur un point, parce qu'on nous donne des chiffres. On nous dit que ça va rapporter 20 milliards d'euros. Alors c'est contesté selon l'optimisation fiscale qu'il y aura, selon l'exil fiscal, mais tous ces chiffres ne prennent absolument pas en compte l'impact négatif de la taxe Zuckman sur le potentiel de croissance de la France à long terme. Alors peut-être que sur 1 ou 2 années, cet impact sera limité, mais si on maintient la taxe Zuckman pendant 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a aucun doute sur le fait que la croissance française serait nettement plus faible, et ça diminue les recettes de TVA, les recettes d'impôt sur le revenu, les recettes de l'impôt société, et il est tout à fait probable et même vraisemblable que la taxe Zuckman, au bout de quelques années, coûterait de l'argent aux finances publiques. Et donc moi, la question que je pose dans ma tribune, c'est quels impôts il va falloir augmenter et quelles dépenses publiques il va falloir diminuer pour financer cette mesure, à mon sens, idéologique. Alexandre Wizy, et puis j'ai une question à vous poser au porte-parole, que vous êtes. Pour répondre, il y a quand même une analyse justement très précise du CAE qui montre que les effets sur la croissance de long terme sont négligeables. Et j'ajoute que l'alternative, c'est quoi ? C'est le plan Bayrou. Le plan Bayrou, c'est selon vos amis prévisionnistes de l'OFCE, une remontée du chômage à 9% en 2027 et une activité qui est cassée. Donc quand vous allez là prendre... Ce sont des affirmations... c'est une étude de l'OFCE, je suis désolé. C'est pas une officine gauchiste, excusez-moi de le dire. Il n'y a plus de Bayrou, il y a un certain Lecornu. Mais donc il reste quoi ? S'il n'y a plus de Bayrou, il reste le plan socialiste sur la table. Donc on en parle. J'ai une question à vous poser, je profite que votre présence, c'est une chance de vous avoir, Alexandre Wizy, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Je vous pose une question toute simple, et nous donnerons tout à l'heure la parole à Max qui nous attend depuis Castres. Il y a cette revendication autour de la taxe Zuckman de votre part, et quand vous regardez ce qu'annonce Sébastien Lecornu, je ne fais que reprendre ce qui a été dit dans la presse quotidienne régionale et ce qu'il dit sur le réseau X, le Premier ministre, il dit donc pas de suppression des fameux 2 jours fériés qui étaient quand même un point de crispation, pas de réouverture du conclave sur les retraites, dit-il, un grand acte de décentralisation, il parle de changement de méthode, apparemment il a envie de discuter avec la gauche, d'être très ouvert. Si d'aventure la taxe Zuckman serait remplacée par la pérennisation vous savez, de la taxation qui a été faite sur les grandes fortunes sous Barnier, la contribution exceptionnelle, et si elle était pérennisée tous les ans. Est-ce que ce serait pour vous une sorte de deal acceptable ? Oui, attendez, nous, on a fait une proposition politique. On a dit qu'on voulait aller aux affaires et qu'on était prêt à faire des deals avec la majorité parce qu'ils n'ont pas accepté de changer de politique et que la méthode Bayrou a été de dire c'est moi, c'est mon plan, mon diagnostic, ou sinon on entend peu parler. J'entends votre question. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? On attend de voir, parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret dans ce qui a été mis en avant par le Premier ministre. Donc nous, il y a un plan sur la table, c'est le plan socialiste. Est-ce qu'ils vont aller vers ce plan, ou est-ce qu'ils vont vouloir continuer la même politique ? C'est la question qu'on a devant nous. Ma question, c'était tout le plan socialiste, rien que le plan socialiste, il n'y a pas on ne peut pas mégoter sur tel ou tel... C'est ma question. On attend de voir. On attend. Maintenant, on attend de voir. La balle n'est pas dans notre camp. On attend de voir désormais. Le président a fait un choix, nommé son fils préféré, son clone, appelons-le comme vous voulez. Maintenant, nous attendons de voir quel est le regard qu'il porte sur le dernier plan qui est sur la table, vu que le plan Bayrou a été balayé, le plan des socialistes. Allez, Max, vous aurez la parole. Ne soyez pas
patient. Dans un court instant, vous nous appelez de Castres pour réagir à ce débat qui intéresse évidemment chacun d'entre nous. À suivre, 0826 300 300, la vérité en face. Nous vous retrouvons dans quelques minutes. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. 9h48 et nous sommes en ligne avec vous. Max, bonjour. Bonjour Max. Je sais que vous êtes là. En fait, vous nous appelez de Castres, Max. Moi, je suis aujourd'hui retraité après avoir sévi de très nombreuses années dans le domaine du haut de bilan. Donc, par principe, je ne suis pas du tout pour dissuader l'investissement d'entreprises par des porteurs de capitaux. Je serais d'avis, en fait, que les résultats qui sont affectés dans une entreprise à des investissements productifs d'avenir ou de restructuration, que ces résultats soient taxés de manière très faible. Par contre, je serais d'avis de taxer de manière extrêmement dissuasive. Le chiffre de 75% me paraît juste. Toutes les opérations qui sont des opérations de création de valeur et qui détruisent la richesse. C'était mon cœur de métier. Je connais ces opérations par cœur. Le rachat de ses propres actions, par exemple, vous détruisez le résultat net que vous avez réalisé en le réinjectant pour acheter vos propres actions plutôt que de l'utiliser pour des investissements d'avenir. Le rachat de ses propres actifs par de la dette. Vous créez une structure dans laquelle vous allez envoyer toutes les surfaces immobilières de vos entreprises et vous les financez par de la dette. Donc vous créez une charge supplémentaire à quelque chose qui n'existait pas. Vous avez la même chose au niveau des holdings. Donc tous ces montages-là, qui sont des montages qui ruinent le pays, et qui enrichissent de manière considérable les plus fortunés en créant du cash et en détruisant de la richesse par de la création de valeur. Tous ces montages mériteraient d'être taxés d'une manière extrêmement dissuasive. C'est ça qu'il faut aller chercher, vous nous dites, Max. La fiscalité vers cela et en même temps de baisser très fortement la fiscalité de ceux qui vont investir pour l'avenir. Voilà quel serait mon propos. C'est ce qu'il faut aller chercher, vous nous dites ce matin, Max. Là, précisément, ces opérations-là, oui. Oui. Merci à vous, Max. En direct de Castres, Alexandre Wouzy, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Non, mais oui, pour dire deux choses. Pour dire d'abord, l'accord qui est le mien avec ce qui vient d'être dit, c'est le cœur du Zuckman. En fait, le cœur du Zuckman, c'est bien d'aller chercher ces dividendes qui ont été remontés dans des sociétés holding, qui ensuite financent le train de vie des milliardaires sans qu'ils ne s'acquittent de l'impôt. C'est le propre du Zuckman. Donc ça, c'est un point d'accord profond. Et deuxième point, je pense que tout à l'heure, il y a eu aussi des propos sur la fiscalité des entreprises. On parle de la fiscalité des hauts revenus. Ce n'est pas la fiscalité des entreprises. Et je pense qu'il faut... Des gens parfois confondent les personnes morales et les personnes physiques. Ça s'appelle un abus de bien social. Mais je veux dire par là qu'une personne morale n'est pas une personne physique. Et que donc, évidemment, lorsqu'on parle de fiscalité des hauts revenus, on n'est pas en train de parler de la fiscalité des entreprises. Je crois que c'est quand même très important de le préciser. J'entends bien ce que vous dites et c'est très précis. Permettez-moi de vous le souligner. Vous excluez de votre raisonnement ce que vous considérez comme presque anecdotique. On évoque Arthur Munch et Mistral AI. À mon sens, moi je suis personnellement en désaccord avec ce que vous dites parce que pour moi c'est cette nouvelle économie qui va devoir se déployer dans le pays et qu'il ne faut pas décourager, si vous me permettez, sachant que les GAFAM sont, et vous voyez ce qui se passe en Chine aussi, le numérique, ce sont les nouveaux géants, les nouvelles industries modernes. Donc décourager ce qui vous semble, vous, anecdotique au regard de ce que veut déployer la taxe Zuckman, j'entends vos arguments, attention, ça me paraît être peut-être un pari compliqué. Là-dessus, Jean-Baptiste Michaud, pour répondre à ce que disait Max et ses axes peut-être qu'il développe, qu'il déploie. Oui, l'idée paraît être une idée de bon sens. Moi, je me méfie de l'idée selon laquelle le législateur serait capable de bien distinguer les investissements qui sont profitables pour l'économie de ceux qui ne le sont pas. Et donc ça, je pense que c'est absolument à éviter. Pour en revenir à l'impact de la taxe Zuckman sur l'investissement et sur les grandes fortunes, on dit on cible les grandes fortunes et pas les entreprises. Mais imaginons qu'il y ait eu une taxe Zuckman en France au cours des 30 ou 40 dernières années. Jamais Bernard Arnault n'aurait aujourd'hui la fortune qu'il a pu accumuler. Et donc l'entreprise LVMH ne serait pas le géant qu'il est aujourd'hui et l'économie française s'en porterait bien moins bien. On aurait dépensé une partie des revenus que Bernard Arnault a lui-même réinvesti dans sa propre entreprise à son propre bénéfice, mais en se faisant au bénéfice de l'économie française. Alexandre Wouzy. Mais non, mais ce ne sont pas des bénéfices qui sont réinvestis, puisqu'en fait,
personne ne taxe quelqu'un qui investit, qui est gardé dans l'entreprise. C'est pas du tout ça l'objet. Et donc là, on est face. Ne crée-t-il pas de la richesse et des emplois dans ce pays? Non mais attendez, on peut pas tenir tous les propos en même temps. Donc la question c'est est-ce que les entreprises de Bernard Arnault et les salariés de ces groupes créent de la richesse dans le pays? Indubitablement. Est-ce que la question c'est de dire que, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 1996, les top 500, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, les top 500 fortunes dans ce pays disposaient d'une fortune qui équivalait à 6% du PIB. Aujourd'hui, on est à 45% du PIB. Donc vous n'allez pas me dire que Bernard Arnault n'aurait pas pu créer de richesse dans un monde où il y a une taxe Zuckman qui prélève 2% quand il a bénéficié de rendements qui étaient de l'ordre de 8% et que ça les ramenait à 2%. Donc ça n'a pas... Vas-y. Pardon, mais ça n'a pas de sens de dire cela. Pour payer la taxe Zuckman, il aurait tout simplement été obligé de sortir de l'argent qu'il avait jusqu'à présent à chaque fois réinjecté dans son entreprise. Alors qu'on soit clair, il aurait pris une partie de ses dividendes et la partie de ses pas des dividendes, des profits. Il ne verse pas forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne versent pas des dividendes. C'est pas comme Mistral. Partons de Bernard Arnault, parce que vous évoquez Bernard Arnault. Bernard Arnault aurait pris une partie de ses dividendes, donc c'est 8% de rendement, et il en aurait donné 2 à l'État. Pauvre de lui. Et pour ce qui est de Mistral, parce que quand même il faut revenir là-dessus, Mistral, ça veut dire quoi concrètement? Nous, ce que nous disons, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a un sujet sur ces entreprises qui n'ont pas encore la profitabilité acquise au sens où elles ne versent pas de dividendes. Nous, ce que nous disons, c'est que dans ce cas-là, il est possible de verser en nature, c'est-à-dire en donnant des actions. Mais excusez-moi, quand vous avez une entreprise qui est valorisée 14 milliards d'euros, si vous donnez 2% des actions à un investisseur qui est en plus de long terme, l'État, eh ben en fait, vous n'êtes pas en train de vous fragiliser. Vous êtes en train juste de tenir compte de la réalité de ce que vaut en réalité votre entreprise. Et par ailleurs, je finis juste là-dessus, au bout de quelques années, vous aurez des rendements qui vous permettront aussi de payer la taxe Zuckman. Donc, c'est pas sûr, c'est des investissements risqués. Donc imaginez une entreprise de technologie qui essaie d'être rentable dans 10 ou 15 ans. Chaque année, pendant 10 ou 15 ans, elle va payer 2%. Oui. Donc la taxe Zuckman, c'est une taxe sur l'innovation et sur la croissance, globalement sur les investissements. Donc en gros, l'État va progressivement monter au capital. L'État va être actionnaire. Ouais. Donc la propriété collective des moyens de production, ça s'appelle le marxisme. Je ne sais pas où on va avec ça, parce que l'État, ensuite, imaginons qu'une entreprise, on sait qu'il y a une grosse... Dès que l'État 2% par an pendant 10 ans, ça commence à faire beaucoup. Imaginez qu'une entreprise délocalise. Est-ce que l'État votera au conseil d'administration? Donc vous êtes inquiet qu'il ne puisse pas délocaliser? Je sais pas, je suis inquiet que l'État est un mauvais actionnaire. Alexandre Wizy, l'État n'a pas toujours été une réussite dans le capital. Excusez-moi, il y a quand même beaucoup de grands succès dans ce pays qui sont des entreprises. Il y a beaucoup de grands échecs aussi. Faisons le compte des grands champions nationaux qui ont été au départ des initiatives d'État. Wizy, j'ai l'impression, il nous reste 50 secondes, que le gouvernement Lecornu n'ira pas au bout. J'ai l'impression que vous êtes bien parti, quand je dis vous, c'est la gauche, vers une censure. C'est une question. C'est une question. Ça dépend de lui. Je note juste parce que, pardon, excusez-moi, on a quand même, on vient avec nos valeurs. J'entends ici que vous regretteriez quand même que l'entreprise ne puisse pas délocaliser à loisir parce que l'État serait dans l'actionnariat. Je veux dire que c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà, qu'il ne puisse pas le faire de cette manière-là. Donc, si vous voulez, je suis quand même inquiet d'entendre ce genre de choses. Jean-Baptiste Michaud, la conclusion, est-ce que vous sentez que le débat va aboutir avec ce Premier ministre? En tout cas, l'État est un très mauvais actionnaire et non, on peut imaginer un calcul cynique dans lequel certains députés votent pour la taxe Zuckman en espérant qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel, puisqu'on ne peut pas taxer des gens pour des revenus qu'ils n'ont pas. Allez, merci à vous. Merci à tous les deux. C'est un débat qui est vif. Mais comme toujours, les questions fiscales en France. Vous l'aurez compris. Toujours. Notez. Merci Alexandre Wizy. Merci Jean-Baptiste Michaud, 9h56. J'ai le plaisir de vous accueillir. Valérie, expert, je n'ai pas réussi à les mettre d'accord. Non, pas cette fois. Pas cette fois. Écoutez, nous, on va essayer. Merci. On va tenter de se mettre d'accord, effectivement, entre 10h et midi, à 11h30. L'émission Média avec Gilles Gansman, et on recevra les deux comédiens qui incarnent le couple star de la fiction de ce soir sur TF1 qui rend hommage à Philippe des Toubisseries. Vous étiez fan des Toubisseries? Pas exactement, c'est pas ma génération, vous savez. Et donc ce soir, un téléfilm sur la chute de Philippe. Et puis avant, évidemment, l'actualité, on va tenter de se mettre d'accord avec cette interruption de la Vuelta hier par des magnificents pro-palestiniens. Oui, c'est des images assez incroyables. Puis on va revenir également sur le budget, un budget de gauche avec des Français à droite. Bref, on attend vos appels 0826 300 300.